Bonjour à tous et bienvenue au webinaire Faites de l'emballage un gisement de valeur. Pendant 30 minutes, nos experts, que je vais vous présenter dans quelques instants, vont vous exposer nos convictions autour de l'emballage ainsi que 2 expériences clients réussies. Je vous rappelle que vous avez la possibilité à tout moment de poser vos questions et nos experts y répondront à la fin de la séance. Je vous présente donc nos experts. Gilles Cypré. Bonjour. Dominique Margary. Bonjour. Et Bertrand Pochu. Bonjour. Je laisse maintenant la parole à Dominique qui va vous présenter le sommaire de ce webinaire. Donc, rebonjour. Notre présentation aujourd'hui va s'articuler autour de 4 points. Le premier sera la présentation de quelques chiffres clés concernant les emballages dans le monde, en Europe et en France. Le second point posera la problématique de l'emballage parce que derrière le simple mot de l'emballage, il y a une multitude de besoins et d'attentes. Le troisième point touchera à 2 expériences clients et on abordera donc le domaine de la production et de la revalorisation et du recyclage de l'emballage. Et puis on terminera par un bilan des enseignements à mettre en œuvre et les perspectives. Donc je commence par notre premier point, les chiffres clés. Le marché de l'emballage, il est évident que quand on parle de l'emballage, on parle ici pour l'instant de papier, carton, plastique, verre, bois et métal, ce qui est valable pour les chiffres que je vais vous annoncer. Donc l'emballage représente dans le monde une activité économique à hauteur de 500 milliards d'euros. Pour l'Europe, c'est 100 milliards d'euros. Pour la France, c'est 23 milliards d'euros. C'est un secteur d'activité qui a un très bon taux de croissance, puisque depuis 2010, on en est à plus de 4%. Et puis, pour se rendre compte un peu de la présence, de l'importance de l'emballage dans notre vie de tous les jours, il faut savoir qu'en 2018, les Européens auront dépassé les 1000 milliards d'unités d'emballage consommées. Si je fais un focus sur la France, bien qu'étant la 6e puissance économique du monde et 3e exportateur mondial d'emballage, elle s'appuie sur un tissu de 1500 entreprises avec 115 000 employés. Et puis le papier et le carton, puisque ça sera surtout le thème de notre présentation aujourd'hui. Le papier et le carton représentent 31% des matériaux qui sont facturés, ce qui représente un peu plus de 7 milliards d'euros. Et on a un bon maintien en volume de ce secteur économique. Je parle de l'emballage carton à cause du développement de l'e-commerce. Alors là, pour le coup, aussi bien en France qu'à travers le monde. Petit focus sur le recyclage des emballages en France. 88% des emballages papier et carton sont recyclés, alors que seulement 23% des emballages plastiques sont recyclés, ce qui veut dire que les 3/4 restants sont soit incinérés, soit enfouis, soit partent dans la nature. Notre second point, on va donc aborder la façon dont l'emballage est perçu et vécu par ses différents utilisateurs. Il faut commencer par dire que l'emballage est au carrefour de différentes attentes de la part des clients comme des entreprises. Alors, on a besoin évidemment d'un emballage qui soit beau, solide et au meilleur coût. C'est un emballage l'emballage ne doit pas produire de non-qualité lors du transport et il doit participer à la limitation des déchets. Je vais rappeler un exemple qui est classique, celui du pot de yaourt pour expliquer la qualification des emballages en emballage primaire, secondaire et tertiaire. L'emballage primaire, c'est celui qui touche le produit, c'est donc le pot du yaourt. L'emballage secondaire, c'est le cerclage, celui qui réunit les 2 fois 6 yaourts pour vous en vendre 12. Et l'emballage tertiaire, c'est la caisse carton qui participe à l'ensemble de la logistique pour ces pots de yaourt. Autrement dit, la première fonction de l'emballage, c'est la protection de son contenu. On est donc dans l'emballage tertiaire et il sert au stockage et au transport. C'est un emballage qui est généralement peu étudié, j'allais presque dire assez méprisé. Par contre, il est très, très, très intéressant parce qu'on peut faire de belles économies. On en a fait dans nos études. La deuxième fonction, et on passe à l'emballage secondaire, c'est l'identification du produit. C'est la partie de l'emballage que le consommateur verra sur la surface de vente. C'est celui qui va aider l'entreprise à vendre son produit. C'est donc le cerclage autour des 12 yaourts. La troisième fonction, c'est en quelque sorte la valorisation de l'image de l'entreprise, puisque cet emballage
se révèle comme un espace publicitaire gratuit pour l'entreprise qui vend son produit en grande surface, par exemple. Et le tout en veillant à la bonne utilisation des ressources de façon à assurer une revalorisation optimum. Quand on parle d'optimisation des emballages, on ne voit que l'aspect financier le plus souvent à mettre en œuvre, alors qu'au sein d'une entreprise ou même pour les clients, la vision de l'emballage est tout à fait différente. Pour le service marketing, c'est une image de marque, c'est un outil de vente et c'est donc un investissement à promouvoir, à justifier en interne. Pour le bureau d'études, l'emballage doit s'adapter aux caractéristiques du produit et doit donc être une sorte de satisfaction du service attendu versus le niveau requis. Pour les finances, c'est évidemment un poste de coût. Les financiers vont toujours se demander quelle est la valeur ajoutée de l'emballage qu'on achète. Pour les achats, c'est une partie significative du coût total du produit qui est vendu et c'est donc une commodité optimisée. Pour la production, c'est un article à manipuler et à gérer en toute simplicité, sans risque de voir se bloquer la ligne de production. Donc, on va rechercher l'efficacité maximum. Pour la logistique, c'est un outil de protection, de transport et de stockage. Et donc, la réduction du risque va primer sur le coût de l'emballage. Et puis, pour le client, nous sommes tous des clients, c'est une image de marque, c'est un facteur d'achat, c'est aussi une protection. Et donc, l'emballage doit être très attractif, vendeur et évidemment, idéalement, gratuit. Alors, ce qui veut dire que lorsqu'on fait une étude, on va travailler sur les spécifications techniques, donc les papiers utilisés, les formats, l'adaptation à la juste qualité. On va travailler sur la création qui doit prendre en compte toutes les contingences aval comme la vente et le transport. On va travailler sur la mise en forme de l'emballage sur la ligne de production qui a l'interdiction d'être bloqué. On doit travailler sur le taux de remplissage. On a tous ouvert des cartons après une commande sur Internet qui était à moitié vide ou à moitié plein. On va travailler sur le poids transporté. J'ai parlé tout à l'heure de juste qualité. On fait face souvent à de la surqualité lorsqu'on parle d'emballage carton, donc d'emballage tertiaire. On va évidemment examiner les rebuts transport et la facilité de recyclage et de valorisation, le tout formant le coût. On s'est rendu compte dans nos études que les entreprises, au final, n'optimisent souvent que un ou deux de ces aspects. La plupart du temps, elles se contentent de rechercher le prix le moins cher auprès de deux ou trois fournisseurs, alors qu'on l'a vu, on peut travailler sur différentes fonctions, différents aspects de l'emballage. Je vais continuer par les expériences clients. Et le premier exemple, qui est un exemple que nous avons vécu lors d'une mission, nous avions comme client un grand acteur du luxe qui venait de lancer un nouveau parfum. Et il se trouve que dans l'historique de cette création, le concepteur du flacon avait fait un parfum qui effectivement était très réussi, très joli. Mais ce parfum avait un gros défaut qui s'est révélé lors des premières livraisons dans les magasins parisiens ou les magasins en province, c'est qu'il n'était pas stable et qu'à l'ouverture de l'étui pliant, le flacon apparaissait renversé. Ce qui veut dire que notre client était face à un dilemme. D'une part, il devait livrer et vendre puisqu'il était hors de question de recréer un nouveau flacon. Ça coûte très cher et ça prend plusieurs mois de développement. Et il a donc eu recours à une action qu'on va qualifier de logique ou de rationnelle, entre guillemets, qui est l'ajout d'un calage à l'intérieur de l'étui. Alors, la conséquence, elle a été effectivement radicale, puisque c'était une solution qui fonctionnait parfaitement. Par contre, c'est une solution qui coûtait très cher. Ce qui est normal, puisqu'on a eu des dépenses supplémentaires, un temps homme majoré, un temps machine majoré et des déchets supplémentaires. Alors, je m'explique. On avait à l'origine un fournisseur, celui qui fournissait l'étui pliant, qui fournissait également, évidemment, le papier, l'impression, le façonnage et le transport. Et on s'est donc retrouvé avec deux fournisseurs qui fournissaient deux papiers différents, deux impressions différentes, deux façonnages, deux transports, sans compter qu'il y avait aussi deux mises en ligne de production, c'est-à-dire le produit de calage dans l'étui pliant.
Alors, lorsque ce client nous a demandé d'intervenir, nous l'avons accepté d'abord avec plaisir, puisque c'est toujours un type de mission intéressant, mais surtout, on a utilisé les principes de l'analyse de la valeur, qui reposent sur 3 questions, qui sont à quoi ça sert, qu'est-ce qui suffit et avec qui. Et on a donc cherché à comprendre l'historique et le cycle de vie du produit jusqu'à sa livraison en magasin. On a sollicité des experts fabricants d'étui pliants et de calage. Et finalement, on est parti des besoins et pas des solutions. Ce qui veut dire que le nouvel emballage a été développé avec un fabricant d'étui qui a été choisi parmi 4 autres. La mission était la simplification du produit pour retrouver de la simplicité dans la mise en œuvre. Et au final, la reconception, parce on parle bien ici de reconception et non pas de conception, la reconception nous a permis de fabriquer en un seul tenant l'étui pliant et le calage du flacon, ce qu'on appelle donc un calage intégré. Et l'ensemble a été au final testé et validé sur la ligne de production. Autrement dit, les étapes de production qui ont été optimisées par notre solution sont des étapes qui apparaissaient sur l'ensemble du circuit de production, puisqu'on a travaillé sur l'achat de matériaux, le papier, sur l'impression, une impression au lieu de 2, sur le façonnage, un seul façonnage au lieu de 2, sur le stockage, sur le transport vers l'usine de notre client, sur la mise en place sur la ligne de conditionnement et sur la mise en forme de l'emballage sur la ligne de conditionnement. Les bénéfices de cette opération, vous les avez là sous vos yeux. Une amélioration du chiffre d'affaires de 100 000 € par an, une réduction des coûts, moins un équivalent temps plein qui a été divisé par 3, 25% d'économie pour le transport et une réduction des déchets de 5 tonnes par an. Je laisse maintenant la parole à Bertrand Plochu. Bonjour. On va aborder maintenant un deuxième cas client qui nous a permis là aussi de mettre en lumière le surcoût des emballages d'un point de vue gestion des déchets. Donc, notre cas client ici est dans le secteur d'activité de la conserverie. Il concerne une vingtaine de sites en France. Alors, quel était le contexte ? Le contexte, c'était que chaque site générait et génère toujours, mais probablement un peu moins, une grande quantité de déchets. Un deuxième point dans ce contexte général, c'est une activité de conditionnement, déconditionnement et reconditionnement très importante qui prend du temps. Et des emballages mélangés à des produits finis ou semi-finis qui sont finalement en bout de chaîne éliminés à la fin du process, avec des questions très vite soulevées en termes d'efficacité. Est-ce qu'on ne pouvait pas, suite à ce constat, améliorer les choses? Donc, une véritable finalement volonté de rationaliser et d'optimiser la gestion du cycle des déchets sur tous les sites, à la fois sur les emballages, qui sont le sujet évoqué ici, mais très vite, on a aussi identifié des pertes sur les matières, bien évidemment. Donc, d'un travail au départ sur les emballages, on a identifié en fait très vite des gaspillages importants. On a finalement tiré un fil et la pelote de laine est venue par la suite. Alors, on va s'en expliquer. On a eu, un peu comme l'évoquait Dominique, par une approche d'analyse de la valeur, l'objectif de reconstituer les coûts complets et d'essayer de voir qu'est-ce qui coûte et qu'est-ce qui pose problème finalement de l'amont à l'aval sur toute la chaîne. On a donc identifié des inducteurs de coûts et donc des facteurs de surconsommation de matière, à la fois encore une fois d'emballage, mais très vite aussi de denrées et de matières alimentaires. Et donc, fort de ce constat, dans la partie mise en œuvre, on s'est attaché à optimiser le poste déchet dans un premier temps sur 4 points. Donc, quelles étaient les sources de surconsommation?
donc à la fois des emballages qui eux-mêmes étaient évacués, jetés, soit emballage seul, mais aussi des emballages avec les denrées alimentaires dedans, donc des produits semi-finis, voire finis, pour des raisons de qualité et d'erreur de process. On a travaillé du coup avec cette réflexion sur le tri qui est très vite venu finalement dans le constat, dans les choses à mettre en place sur le poids, le volume des emballages à optimiser, puisqu'une fois qu'on sépare la matière alimentaire des emballages, on se retrouve avec un volume à densité très faible d'emballage, carton, plastique, qu'il faut optimiser pour ne pas exploser, je dirais, les coûts de transport. On a travaillé, bien évidemment, fort de cela, sur le panel fournisseur à considérer, puisque, comme vous le savez tous, le coût d'élimination globale des déchets, dans ce coût global, il y a une dimension forte sur les aspects logistiques, sur les coûts de transport qui prennent une part importante dans le coût d'élimination globale. Donc, il a fallu aussi travailler sur ce panel fournisseur et solliciter des prestataires pertinents dans un rayon proche des différents sites. Et bien évidemment, fort de ce constat d'un tri à faire à la source, c'était aussi peut-être de voir, si on intervenait efficacement bien en amont, la possibilité du retour des emballages chez le fournisseur, et voire même parfois en interne avec des emballages qui peuvent servir à des opérations intermédiaires sur chaîne. Donc le bilan de cette démarche et de ce constat, c'est que il y a eu des gisements importants d'économies, hein. On était près de 40% de réduction des coûts, et finalement une analyse qui a très vite mis en lumière des coûts cachés sous forme de pertes matières, de gaspillage dans le process, qui sont le temps opérateur qu'on a passé à mettre des denrées alimentaires dans des emballages plastiques, de l'énergie pour alimenter le process, de la surface de stockage. Tous ces coûts-là sont finalement à considérer dans l'approche du coût global. Donc, d'un travail au départ sur les coûts directs, on s'est très vite penché sur les coûts indirects, qui sont finalement la partie immergée de l'iceberg et qui sont très souvent importants. Donc, finalement, pour notre client, c'est des gains substantiels, importants. Et finalement, le début d'une réflexion nouvelle qui consiste à dire, on travaille sur les coûts directs, mais il y a finalement des coûts indirects qui sont importants. Alors ici, dans notre cas présent, on a, de par le travail qui a consisté à dire comment je peux redonner une valeur de rachat à des emballages qui sont mélangés avec des denrées alimentaires qui donc génèrent un coût, comment je peux envisager un tri à la source, réduire la quantité de déchets à évacuer et en plus lui redonner une valeur de rachat dès lors qu'on le trie en amont. Donc une vraie réflexion sur la réduction à la source suite à l'identification évidemment des quantités perdues dues au mélange, aux souillures, parce que dans le process il faut aller vite et que l'usine est là pour produire et pas pour envisager le tri. C'est aussi un véritable changement de mentalité et de bonnes pratiques sur site. Donc tout cela nous a amené évidemment à mettre en place dans le process et dans la réflexion le tri des déchets à la source en amont. Cela nous a permis aussi de réfléchir à l'optimisation des circuits de collecte, tant sur la logistique interne à mettre en place pour massifier et optimiser la collecte des déchets, mais aussi dans la réflexion des prestataires sollicités dans un rayon acceptable et raisonnable. Et c'est bien évidemment, comme on l'a évoqué, augmenter la valeur de rachat de la matière qui, une fois triée, garde cette valeur de revente qu'elle a intrinsèquement. Et donc, bien évidemment, ça nous a permis de poser le débat autour du coût complet, des coûts complets des déchets. Et aujourd'hui, une réflexion est en cours pour élargir cette démarche parce qu'elle nécessite aussi de repenser les process, d'intégrer dans le process la réflexion autour des déchets, qui malheureusement est parfois la cinquième roue du carrosse et est envisagée une fois que l'usine tourne et que les process sont en place. Alors qu'il faut finalement
réfléchir bien en amont. Cela fait l'objet aujourd'hui d'une réflexion autour d'une méthode qui s'appelle la MFCA, donc qui est une approche de réaffectation des coûts d'un point de vue contrôle de gestion sur les déchets. Mais c'est un autre sujet que celui de l'emballage directement ici concerné, mais qui finalement est bien lié à la problématique qui nous anime aujourd'hui. Quels sont les 3 ou 4 grands enseignements et les perspectives qu'on peut tirer en se basant sur ces 2 exemples? On va rester relativement concis, mais au travers de ce qui a pu être dit, en fait, on voit plusieurs choses. La première chose, c'est que les emballages sont souvent une résultante, la 5e roue du carrosse, on peut le dire de différentes façons, mais on s'aperçoit souvent que nombre d'entreprises optimisent d'abord, évidemment, et c'est quand même légitime, le produit qu'ils veulent vendre et se posent très tard la question de qu'est-ce qu'il faut intégrer comme contrainte, comme besoin dans la définition de l'emballage. Assez souvent, comme il a pu être dit avant, 1 ou 2 paramètres simplement sont pris en compte et donc sont optimisés. Et quand on fait de bout en bout finalement le cycle de vie de cette partie des postes de coût, des postes de valeur qui accompagnent le produit, qui s'appelle l'emballage, on voit un vrai intérêt à partir de l'aval. Et l'aval, qu'est-ce que c'est? C'est la fin de l'histoire, c'est qu'est-ce qui va advenir de mon emballage une fois qu'il aura été séparé du produit. Est-ce que je vais pouvoir recycler cette partie-là? Est-ce que je vais pouvoir, à défaut, traiter facilement les matières qui le composent? Est-ce que je vais pouvoir rentrer dans quelque chose qui prend de plus en plus d'importance et sur lequel on insiste aujourd'hui, qui est l'économie circulaire, partir de ce déchet et en faire une nouvelle ressource? Et donc, c'est bien en prenant le process à rebours qu'on va arriver à identifier ça et prendre en compte dès la conception tous ces critères-là, ce qui est aujourd'hui des réflexes ignorés de bon nombre d'entreprises. Le deuxième qui est forcément lié, c'est qu'on a tout intérêt à se doter d'une vision globale. Alors, sous 2 ou 3 aspects. La première, globale, ça veut dire quoi? C'est on a besoin de comprendre l'ensemble des fonctions que doit satisfaire un emballage. Alors, ça suppose la réflexion du dessus, mais ça suppose aussi d'avoir sollicité toutes les parties prenantes de l'entreprise et en dehors qui vont avoir un point de vue sur ce que doit faire l'emballage, à quoi il doit participer, ce qu'il doit empêcher, ce qu'il doit permettre, y compris donc les critères de recyclabilité et autres. Et puis, évidemment, arriver à nourrir ça par une vision économique, puisque ça reste malgré tout le nerf de la guerre. Et je ne connais pas beaucoup de vecteurs de changement plus puissants que le portefeuille. Et donc, arriver à faire rimer des coûts avec les différentes étapes de vie de l'emballage et les quelques étapes par lesquelles l'emballage accompagne le produit, c'est une méthode puissante pour changer. Bertrand a évoqué certaines méthodologies qui permettent de remettre à leur juste place les coûts générés par de la non-valeur ajoutée dont certaines participent de l'emballage. Et c'est une des façons de faire pour provoquer du changement. Et le dernier, c'est qu'on est rarement tout seul à réfléchir. On a suffisamment insisté sur le fait que, comme dans une conception produit du reste, concevoir, acheter, faire approvisionner, faire traiter un emballage, c'est quelque chose qui mobilise énormément de compétences. Il y a aujourd'hui des professionnels extrêmement forts qui sont innovants en nombre. Et donc, une bonne idée est toujours de s'appuyer sur l'écosystème élargi, que ce soit en termes de solutions innovantes, que ce soit en termes d'usage ou que ce soit en termes de fabrication, de conception, de réalisation, de logistique. Donc, il y a un nombre de fournisseurs et de prestataires qu'il faut savoir convoquer et solliciter quand on a ces besoins-là. Et le plus tôt possible, évidemment, sera le mieux. Alors, on vous invite dès à présent, si vous avez des questions, à nous en faire part. Je crois que 2 ou 3 questions sont d'ores et déjà arrivées. La première, on nous écrit: quel est votre point de vue sur la décision de la Chine récente de fermer ses frontières aux importations de matières premières issues du recyclage, et donc là, principalement, les cartons et les plastiques? Je pense que Bertrand, ça c'est plutôt une question tout à fait pour toi. Alors, effectivement, on a vu tout à l'heure que dans le cadre de la deuxième expérience client, un tri à la source permettait de redonner la valeur de rachat de la matière, notamment plastique ou carton d'ailleurs,
pour pouvoir générer une recette et, je dirais, amortir le coût global d'élimination, puisqu'il y a d'autres dimensions qui rentrent et qui génèrent très vite des coûts, à savoir la logistique, les coûts de location, les coûts de transport et les prix de traitement. Et donc, aujourd'hui, ce qui se passe en Chine, c'est que depuis le 18 juillet, la Chine a annoncé la fermeture de ses frontières à l'importation de matières premières secondaires, donc de matières carton, plastique recyclées, entre autres. Et donc, en Europe, c'est aujourd'hui un peu la panique parce que finalement, l'économie, on va dire, circulaire de flux de matière qui partaient d'Europe pour aller être recyclés en Chine et puis qui revenaient chez nous sous forme de produits manufacturés, eh bien, ce cercle a été coupé. Et donc, il va falloir trouver de nouveaux débouchés pour les centaines de milliers de tonnes qui partaient en Chine. Et bien évidemment, les marchés asiatiques alternatifs, Asie du Sud-Est, donc Vietnam, Inde, ne suffisent pas à compenser l'appétit qu'avait ou qu'on constatait jusque maintenant par la Chine. Et donc, il va falloir créer un véritable marché intérieur si on veut garder la matière, une valeur de rachat de la matière plastique, puisqu'aujourd'hui, si elle n'est plus rachetée par la Chine ou qu'elle ne peut plus économiquement, avec un certain intérêt, partir en Chine, il va bien falloir s'en occuper en Europe. Donc aujourd'hui, à très court terme, c'est soit on l'enfouit, soit on l'incinère, au mieux. Soit, et les pouvoirs publics vont avoir un rôle important à jouer, c'est de pousser, accompagner, solliciter les industriels vers l'intégration de matières qui partaient aujourd'hui en Chine dans les nouveaux produits à fabriquer, donc qui intégreront demain nécessairement plus de matières recyclées. Et c'est ici, je pense, une formidable opportunité pour nous, Européens, de garder la matière sur le territoire européen, de lui donner une valeur ajoutée, de la traiter pour faire en sorte qu'elle ait à nouveau une valeur et une utilité. Mais encore faut-il que le marché des matières premières reprenne une certaine dynamique et donc le recyclé ne soit pas plus cher que le vierge. C'est bien là la question. Donc il va y avoir des choses qui vont bouger dans les mois qui viennent. Alors je vois aussi qu'on a une autre question du coup qui... Oui, qui découle, on nous dit, qu'est-ce qui, oui. selon vous, je pense que ça s'inscrit dans la droite lignée, c'est une bonne transition, qu'est-ce qui, selon vous, pourrait pousser les industriels à changer enfin d'approche vis-à-vis de la production d'emballage et donc de déchets associés? Il y a plusieurs aspects. Il y a à la fois l'État, les pouvoirs publics qui, avec le bâton, vont dire demain, vous allez être, messieurs les industriels, obligés d'intégrer du recyclé dans vos produits, mais c'est aussi peut-être une opportunité pour les industriels de se différencier et de dire, moi, par rapport à un produit importé d'Asie ou des États-Unis ou d'ailleurs, j'ai de la matière recyclée intégrée dans mon produit. Alors certains le font déjà, des grands groupes dans différents secteurs industriels, que ce soit la métallurgie, l'emballage ou l'agroalimentaire. Certains le font déjà, mais il va falloir le systématiser quelque part. Et c'est aussi un changement d'approche par rapport à l'emballage. C'est produire des emballages qui se recyclent et non pas constater la non-recyclabilité du produit une fois qu'il est sur le marché, parce que ça, ce sont des produits qui existent. Et d'avoir vraiment une réflexion, comme on l'a dit tout à l'heure, intégrée en amont, parce que si on ne peut pas, pour un certain nombre de raisons techniques, intégrer du recyclé dans les produits mis sur le marché, c'est d'essayer de faire en sorte de limiter la quantité d'emballage pour ne pas avoir cette problématique en aval. Voilà. L'image qui revient souvent quand on parle de ce schéma un peu linéaire dans lequel on va pomper des ressources, les injecter dans un processus et aboutir à quelque chose qui finalement ne peut plus être recyclé, c'est la construction d'une maison dans laquelle il n'y aurait plus de toilettes. Et donc finalement, c'est vraiment le changement de modèle qu'il faut impulser, c'est imposer le fait que chaque fois que j'ai une définition de produit et un schéma industriel associé puisse prendre en compte le fait d'avoir au moins une toilette dans la maison. Donc là, on sent bien que les pouvoirs publics à différents niveaux, ça peut être en France, mais aussi évidemment au niveau européen, voire au-delà, vont avoir un rôle à jouer. Il y a un signal prix
qui doit pouvoir être impulsé et influencé, parce qu'aujourd'hui, chaque acteur peut légitimement invoquer ses intérêts propres pour dire, ben moi, les matières plastiques, ben, finalement, je les envoie à la revalorisation par incinération plutôt que d'essayer de les recycler. Donc, il va falloir changer ces équations-là. Et puis, je crois qu'on a tous en tête des industriels qui commencent à prendre le pli et qui sont de premier plan, voire des fondations, des personnalités qui ne sont pas forcément industrielles en tant que telles, mais qui ont une bonne, je dirais, relation avec le tissu industriel, qui, par cette vertu d'exemplarité, vont arriver à faire basculer une partie importante des industriels, pour montrer que non seulement c'est bien de le faire, que économiquement ça a du sens, mais qu'en plus c'est possible et que ça va avoir aussi des avantages en termes de valeur perçue. On a peut-être le temps de prendre une troisième question, alors qui est intéressante parce qu'on parlait juste à présent d'image, et là on nous demande comment optimiser l'emballage finalement tout en conservant l'image de marque de l'entreprise. Alors, la réflexion spontanée qui nous vient, c'est que là, on considère vraiment l'emballage plutôt comme un espace de publicité, comme un espace de valorisation de l'entreprise. On a dit plus haut que c'était bien plus compliqué que ça et qu'au départ, ce qui semblait justifier l'emballage, c'était plutôt de contenir un produit, de le protéger. Donc, il y a vraisemblablement dans les prochaines années un lien à déconstruire dans ce domaine. Est-ce qu'on peut valablement prétendre aujourd'hui que l'emballage, c'est le vecteur le plus puissant pour déclencher l'achat ou pour faire reconnaître l'entreprise à l'heure d'Internet, à l'heure des réputations, à l'heure des étiquettes RFID dans les grands magasins? Il est permis d'en douter. Et donc, finalement, faire un lien entre l'emballage qui pourrait être le secondaire qu'évoquait Dominique et puis le lien préférentiel du consommateur avec la marque, je pense qu'on doit pouvoir maintenant rechercher des alternatives et donc quelque part arriver à faire rimer une bonne image d'entreprise avec moins d'emballage. C'est aussi, disons les mots, je pense, la conséquence d'un modèle des 30 ou 40 dernières années qui est extrêmement poussé vers la consommation, à la fois le productivisme et la consommation de masse. On voit aujourd'hui que ce modèle, alors certes c'est timide, mais il commence à être battu en brèche, que ce soit dans les grandes surfaces, que ce soit dans la nature de circuits entre producteurs et consommateurs. Et donc finalement, c'est encore une fois un petit fil par lequel on va tirer une beaucoup plus grosse pelote et on va interroger nos modes de consommation, nos modes de production, la relation de l'entreprise au consommateur. Et finalement, l'emballage, il n'a pas fini, je pense, son aventure et sa métamorphose. Il me semble que tout le monde sera très content et ça pourrait même être un facteur de reconnaissance vis-à-vis des entreprises si on se rend compte en rentrant des courses qu'on n'a pas mis plus de volume dans sa poubelle que ce qu'on avait dans son cabas en arrivant. Et finalement, c'est peut-être la dernière des réflexions sur laquelle on pourra conclure cette question. Écoutez, merci pour votre attention. Je crois qu'il y a d'autres questions. Si vous en avez en dehors de celles qui ont déjà pu être émises, n'hésitez pas à nous les adresser. Alors, l'adresse mail, c'est opérationperformance@aiming.com et nous nous attacherons à y répondre, évidemment, dans leur intégralité. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.